Je m'appelle Jean Avriot. Je suis né en 1891 au Petit Moulin, commune de Tusson. Rien d'exceptionnel. À cette époque, on est à la maison familiale, dans la chambre commune, comme tous ceux de la fratrie, long comme un jour sans pain. Je suis l'aîné et j'ai survécu alors que de nombreux enfants meurent en bas âge. Mes parents me chérissent, mais ne me gâtent point, cela ne se fait pas. Ils vivent sur une petite benasse de 9 hectares où les cultures variées et intensives sont de rigueur. Je vais à l'école publique du bourg de Tusson. Les filles et les garçons disposent de 2 classes séparées, tout comme la cour où nous jouons aux cerceaux et aux osselets. À ces odeurs de craie, d'encre, de cire, elles prennent le dessus sur celles de sueur, de fumée que nous colportons. Il faut dire que les vêtements ne se changeaient que le dimanche et que la toilette reste assez rudimentaire, le plus souvent dans un grand bail en bois. Je suis destinée à la ferme familiale et cette éventualité me paraît juste et de bon augure, tous les garçons aînés ayant cet avenir tout tracé, et puis les tâches de la ferme ne me feraient pas. Aller chercher l'eau au puits, conduire les vaches au champ, bêcher les betteraves, mon savoir-faire hérite d'un apprentissage depuis mon plus jeune âge aux côtés de papa et pépé. À l'âge de 12 ans, fini l'école. La semaine de travail ne laisse que peu de temps libre et puis ce n'est plus le moment de s'amuser. Et ainsi va la vie jusqu'à mes 20 ans que j'attrape. En 1911, la conscription m'attend. Alors, vous rappelez-vous de ces 1m64 ? Ça suffit pour faire un soldat. Je pars pour un long voyage, le premier de ma vie, jusqu'à Angoulême. À pied, jusqu'à Aigre, le Petit Mérat pour rejoindre Luxé, et enfin le Paris-Orléans tant rêvé pour atteindre le casernement. 2 ans de service militaire m'attendent avec quelques permissions tous les 3 mois. Elles m'ont suffi pour fréquenter ma voisine de 4 ans, ma cadette, elle aussi, fille d'agriculteur, qui apporterait quelques hectares en cas de mariage. Un bon parti, comme dit grand-mère. Mon temps achevé, on pense à ce mariage, ce qui arrive au début de l'année 1914. Nous avons pris la maison de Pépé et Mémé, et un bébé est mis en route. Tout semblait aller pour le mieux quand, le 1er août, le tocsin retentit. Nous rentrons des champs, abandonnant les moissons, pour venir aux nouvelles. Les larmes ruisselaient sur les visages, surtout ceux des femmes, qui ne pouvaient s'empêcher de pleurer en pensant à l'avenir, la séparation, le travail dans les champs, et aux dangers qui guettent leur mari et leur fils. Ce dimanche 2 août, j'apprends que je dois regagner le 307 par mes propres moyens. Et nombre de mes camarades sont appelés à en faire autant. Alors, une fois le bissac rempli de victuailles par les femmes, je prends la direction d'Aigre, à pied, jusqu'à ce que monsieur le maire arrive à ma hauteur avec son char à banc déjà bien chargé. Je dois abandonner là ma pauvre femme et son ventre bien rond. À la gare, des plus jeunes de ma classe, mais aussi encore plus jeunes, attendent, riant aux éclats, pleins d'espoir de revenir très bientôt, et sûrs d'une victoire qu'on leur avait promise. Nous séjournons à Angoulême, et puis repartons sous les flonflons et les vivas de la foule pour un séjour dans un camp proche de Paris. Là-bas, une instruction militaire et sommaire nous prépare à nous confronter à l'ennemi redouté. Puis c'est la lente montée vers les combats de la Somme. Tout semble tranquille, trop sans doute. Quand, le 28 août, à Moilin,
aidés par la météo capricieuse, les Allemands nous tentent une embuscade qui décime notre compagnie charentaise. Ce n'est pas mon heure, mais je laisse là tous mes compagnons d'infortune, criblés de balles, déchiquetés par les obus. Je partage pendant une nuit cet enfer boueux, où le sang des chevaux se mêle à celui des soldats, au milieu des gémissements et des derniers souffles. Par chance, le lendemain matin, des territoriaux qui viennent nettoyer le site récupèrent les quelques rescapés. Direction l'hôpital de Bapaume, quelques kilomètres en arrière. C'est le tout début du conflit et l'organisation laisse à désirer après cette première déroute. Mes blessures, bien que spectaculaires, ne s'avèrent pas si graves, et je suis vite remis sur pied et renvoyé en première ligne. Ainsi s'écoulent les mois suivants, où l'on me fait grâce des tâches les plus dangereuses. Puis, un jour de mars 1915, une lettre postée à Tusson m'annonce avec une semaine de retard la naissance de mon petit Léon. Empli de joie, mais contraint d'attendre une prochaine permission pour faire sa connaissance, j'écris chaque jour à ma bonne amie pour être sûr qu'elle sache que je pense à elle. À eux. À l'approche de l'hiver suivant, on m'envoie auprès des miens pour quelques jours. En fait, très peu, car ce long voyage a déjà mangé beaucoup de temps. Quel bonheur de se retrouver tous les trois. J'en oublie presque mes parents et mes frères et sœurs. Hélas, il est déjà temps de reprendre le chemin inverse. Quelle déchirure. Le reste de notre compagnie est réorganisé et nous rejoignons d'autres soldats portugais à Verdun. En ce début d'année 16, les Allemands adoptent une nouvelle tactique, privilégiant l'artillerie qui n'a de cesse de pilonner nos positions. Ce déluge de feu et de fer occasionne des dégâts considérables et c'est là que je perds la vie, terrassé par un obus qui disperse et enfouit mon corps dans la terre de Verdun, qui sera mon tombeau pour l'éternité. Quelques jours plus tard, le maire, flanqué de son vieux garde champêtre, vient à la rencontre de ma famille. Celle-ci se voit remettre des mains de l'élu un laconique message signifiant ma probable disparition. Il faut des mois au mien pour accepter la fatalité et les formalités administratives accomplies. On se résigne à célébrer une cérémonie d'adieu en l'église de Tusson. Tous les villages accompagnent ma famille au cimetière. Je ne suis hélas pas le premier mort pour la France et tout le monde s'incline respectueusement devant le cénotaphe. Une colonne brisée qui rappelle le sacrifice d'un jeune homme et la fin d'une vie bien trop courte. À partir des années 20, suite à une proposition du gouvernement, des monuments aux morts sont érigés pour rappeler aux vivants que des hommes jeunes ont perdu la vie lors de combats d'une violence inouïe et au prix de terribles souffrances. Il faudra attendre 1922 pour que le 11 novembre devienne journée chômée, rassemblant ainsi toutes les populations des villes et villages autour de ces mêmes monuments pour un hommage solennel. Eh oui, je suis peut-être ce pauvre petit gars que la folie des hommes a sacrifié. À l'issue de ce conflit, on s'accorde à dire « Ce sera la der des der !» Je vous laisse seul juge du comportement humain, toujours plus machiavélique, toujours plus aveugle. N'a-t-on donc pas retenu la leçon de notre sacrifice? Croyez-vous que tout ce sang versé est utile aux yeux de ces écervelés de dictateurs? Rappelez-vous notre souffrance, notre courage, malgré des moments de désespoir. Rappelez-vous la douleur de nos familles. Rappelez-vous ces vies brisées et ces destins anéantis.
Chers amis, à travers les années 2014, 2016 et 2018, nous avons commémoré à notre façon, avec le concours d'histoire du Pays d'Aigre, le centenaire de cette innommable tragédie. Il nous a été difficile, malgré notre volonté, d'y mettre de l'humour et de la gaieté. Mais avant de se quitter, nous vous invitons à passer un moment convivial avec les acteurs, les figurants, les auteurs, les accessoiristes, pour célébrer ce qui fut une expérience théâtrale riche de rencontres, de souvenirs de nos anciens et de respect pour tous ces braves, qu'ils soient d'un camp ou de l'autre. La souffrance n'avait pas d'étendard, elle était universelle.